Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Dans le sud-ouest de la France, il est une terre de soleil qui cultive depuis des siècles une générosité contagieuse. Ce territoire, c'est le Lot-et-Garonne. Nous allons tout d'abord parcourir le Marmandais, un lieu ancré dans ses racines qui cultive aussi bien l'histoire de ses monuments que son environnement remarquable. Un coin de France où la gastronomie est avant tout une histoire de savoir-faire. Voilà, la vraie tomate. Qui va avec amour, la vraie de vraie, la tomate de Marmande. Ouais. La Rolls-Royce de la tomate. Ouais. Hein? Dans la vallée du Lot, vous vous régalerez également des spécialités locales avant de découvrir un des derniers châteaux forts de France, mais aussi un étonnant jardin de nénuphars. C'est ce que tout le monde cherche en fait. C'est vraiment cette teinte-là que les gens veulent. C'est d'avoir dans des plantes rustiques ces teintes de bleu. La Genêt et l'Albret nous dévoilerons enfin toute leur diversité. Une ville au charme fou qui nous raconte Henri IV, une surprenante capitale des menteurs qui entretient la bonne humeur, ou encore une invention qui hisse haut les couleurs agenaises. Pour nous, c'est une véritable fierté que ce Louis Ducos du Huron ait vécu à Agen et fait cette invention à Agen. Partons tout de suite à la rencontre de ceux qui cultivent et partagent une véritable passion pour le Lot-et-Garonne. Sur cette terre fertile, parcourue par 200 km de cours d'eau, notre voyage commence dans le Marmandais. Nous vous emmenons sans attendre sur la Garonne, au beau milieu d'un site exceptionnel. La spectaculaire barrière rocheuse des Roches de Reculay. Un lieu que connaît bien Eric, notre guide, puisqu'il s'est entraîné ici pendant des années avant de devenir champion d'Europe de kayak. Il est accompagné par son ami Georges, historien géographe. Une véritable encyclopédie vivante sur la Garonne et sur ses ancêtres navigateurs qui empruntaient quotidiennement des passages aussi difficiles que ces fameuses roches de Reculay. Dès qu'ils venaient s'éperonner sur un banc de tuf, eh ben là, les embarcations elles étaient éventrées et là, le naufrage était assuré, quoi. Pour nous, aujourd'hui, c'est un beau terrain de jeu. On vient y prendre du plaisir alors qu'eux, c'était leur labeur quotidien et c'est là où ils y jouaient leur vie, quoi. Car la navigation sur la Garonne a pendant longtemps été très périlleuse, et pas seulement à cause de ses barrières naturelles. À certains endroits, le fleuve possédait de nombreuses ramifications et pouvait déborder largement de son lit. Au XIXe siècle, il a fallu trouver une solution pour sécuriser le trafic très abondant sur la Garonne. Comme l'objectif c'était d'assurer un trafic économique un peu plus permanent, on a essayé de recalibrer. Alors recalibrer, c'est éviter d'avoir de plusieurs bras et de faire de Garonne un seul bras unique. Pour éviter que Garonne, quand elle monte, elle vienne à éroder et elle souhaite repartir dans des anciens lits qu'elle avait auparavant. D'accord. Voilà. J'ai cru comprendre qu'ils avaient tenté de la canaliser à 150 mètres de largeur. Voilà, c'est ça. Ouais, le calibrage, c'est 150 mètres. 150 mètres, d'accord. Ouais. Des efforts qui assurent aujourd'hui un débit plus régulier à ce fleuve impétueux qu'il a fallu 20 ans pour dompter.
Et surtout, cette canalisation a libéré de l'espace aux abords de la Garonne. De l'espace qui a vite trouvé une fonction auprès des locaux. Donc tous ces bras morts qui ont été comblés, Ouais, asséché. ouais, ça a servi à quelque chose par la suite? Ben, très rapidement, le fait d'avoir qu'un seul bras et un unique bras de Garonne, ça a permis aux agriculteurs de réellement investir la plaine pour pouvoir faire de la polyculture. C'est-à-dire qu'elle est passée d'une situation uniquement d'élevage, de pâturage, parce qu'elle divaguait, les agriculteurs ne pouvaient pas prendre de risque à cultiver du blé ou une autre céréale à cause des crues. Et donc à partir de là, eh ben, ils ont pu mettre en place de la céréaliculture. Et dans cette terre de première catégorie, ça a été des récoltes assez phénoménales et ça a assuré aussi la richesse de la plaine de la Garonne. De belles récoltes, il y en a en Lot-et-Garonne, et de beaux produits. Car ici, les agriculteurs sont fiers de proposer les fruits d'un savoir-faire respectueux de l'environnement. C'est donc tout naturellement que notre voyage se poursuit à Marmande, la capitale de la tomate en France. Cela fait presque 40 ans que Jean-Pierre Marchand la cultive avec amour. Éric a tenu à nous faire connaître ce passionné qui produit plusieurs variétés, dont une qui a des arguments de poids. Alors ça, c'est une tomate Buffalo. Donc c'est une tomate à l'origine qui a été croisée avec différentes variétés, mais à l'origine c'est une tomate plate, côtelée, un type marmande, le vrai type marmande. Allez, une de plus dans la cagette, regarde. Ça c'est magnifique, ça pèse, c'est une tomate comme ça fait 700-800 grammes. D'accord. Tu vois? Ah, la cagette commence à peser. Ah tiens, ça pèse à mine de rien. On a ramassé l'autre jour, j'avais des tomates 1,2 kg, 1,3 kg. Du coup, une tomate par personne. Ah, il y en a de reste. Cette tomate marmandaise est le résultat de plusieurs croisements. L'idée pour Jean-Pierre, c'est d'avoir au final une tomate qui pousse toute seule. Très peu de traitement. Ouais, je suis en culture raisonnée, ça veut dire que j'interviens que si j'ai eu besoin d'intervenir, tu vois. Oui. Par exemple, j'ai fait un traitement au mois de juin quand il faisait très mauvais, à la mi-juin, avec du soufre, puis après, rien du tout. Et pas d'insecticide non plus parce que je suis en lutte intégrée. Ça fait maintenant 10 ans que je fais la lutte intégrée. Ça s'est rééquilibré tout seul, si tu veux, les prédateurs sont là. Et dès qu'il y a le volume de feuillage et tout se met en place. Ce qui prime pour moi, c'est la qualité gustative du produit. Voilà, je ne cherche pas des kilos au mètre carré, je cherche le produit vraiment excellent. La marmandaise est arrivée dans ce coin de France au XIXe siècle. Et elle a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, Jean-Pierre peut se prévaloir de présenter une tomate qui, contrairement à beaucoup d'autres, a du goût. Je vais te faire goûter ça, tu vas voir. Ah, je pose. Ouais? Ouais. Vas-y. Pour pouvoir goûter. Et on va goûter, tu vas voir. Goûte ça. Super. Merci. Et tu vas voir. Il y a très peu de graines. Oui, donc tu vois, il y a très peu d'acidité, je te trouve. Un goût, bon, elle n'est pas sucré, mais on a quand même quelque chose, beaucoup de pulpe, tu vois. Oui. Et tu vois, pas vu de tomate, on n'a pas encore vu de graines, très peu de graines. La Rolls-Royce de la tomate. Ouais. Hein? Un régal qui se déguste nature, sans rien à ajouter. Faites le test, vous verrez par vous-même. Et n'oubliez surtout pas de respecter les conseils de Jean-Pierre. Par contre, un conseil que je donne toujours aux gens, jamais mettre la tomate au frigo. C'est pour ça que beaucoup trouvent qu'il n'y a pas de goût. Dès que tu mets une tomate dans le frigo, tu casses le goût de la tomate. D'accord. Tu la conserves dans une corbeille à fruits, dans une pièce normale. Et si tu vas la manger fraîche, bon, tu la prépares, tu la mets au frigo pour la manger fraîche. Ah oui, au dernier moment. Au dernier moment. Mais jamais, il ne faut jamais mettre une tomate au frigo. À bon entendeur, on ne mange pas la marmandaise n'importe comment. Et pas non plus n'importe quand. On la récolte en effet de juin à octobre. La tomate à Marmande, c'est une vraie institution. Dans le centre-ville, Éric tient à nous faire découvrir une spécialité plutôt étonnante. Un dessert inventé par le créatif Florent Saint-Marc et son chef pâtissier, et qu'il apprécie tout particulièrement.
Bonjour Florent. Salut Eric, comment vas-tu? Ça va, très bien, merci. Ouais. Et toi? Ben ça va, merci. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue. Mais oui, je viens chercher un dessert dont je crois que vous avez le secret et en plus une spécialité vraiment locale avec la tomate marmandaise. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, c'est notre mousse marmandaise qu'on appelait, c'est une mousse à la tomate. Et oui, vous avez bien entendu. À Marmande, on fait aussi des desserts avec les tomates. Et ça commence par une opération toute simple. On plonge notre tomate dans l'eau bouillante. On va la mettre à 30 secondes à peu près dans l'eau bouillante. Ensuite, on la met dans l'eau glacée. Tu vois, on a préparé de l'eau avec des glaçons. Oui. Et ce choc thermique va nous permettre de d'éplucher la tomate. La peau se décolle ainsi toute seule. C'est bon à savoir pour pas galérer à la maison. Super. Oui, c'est sûr. Il faut savoir que la peau de tomate n'est pas digeste. Florent les fait quand même sécher. Elles serviront plus tard. Dans cette fameuse tomate marmandaise, nos cuisiniers trouvent tout ce dont ils ont besoin. Il n'y a pas grand-chose. Là, ce sont des tomates dans plein champ, pleines, avec beaucoup de chair. Et même ce qu'il y a dans les pépins intéressant, ça apporte toujours une petite acidité, un petit côté acidulé. Alors pour la pâtisserie, le côté acidulé est très recherché. Ça nous permet d'équilibrer comme un plat, entre le sucré, l'acide, un peu d'amertume. On découpe donc ces tomates pelées en petits cubes. On les fait mariner dans du sucre pendant au minimum 12 heures. Et on obtient ainsi un jus très parfumé. Au niveau de ta marinade, il n'y a que tomates et sucre ou il y a d'autres choses? On va dire qu'il n'y a que tomates et sucre. Ah oui, j'ai compris le message. Il suffit ensuite de mélanger cette marinade secrète à de la crème fouettée. Et on obtient notre mousse. On la pose sur une meringue au jus de tomate, puis on la réserve au frais pour la faire durcir. Et on récupère nos pots de tomates séchées pour la déco. Ça y est, toutes les étapes sont terminées. Là, c'est bon, il n'y en a plus qu'une, c'est la dégustation. Voilà, celle que j'attends depuis que un tu moment. attends depuis le début. Non, mais là, ça fait travailler les papilles, c'est impressionnant. C'est léger, c'est frais. Il y a ce petit côté acidulé. Voilà, exactement. Et tout se mélange bien, tout c'est... Très bon. Voilà. Je suis bien content d'avoir vu toutes ces étapes et d'avoir attendu tout ce temps-là pour le déguster. Ça demande un peu de patience. Florent propose sa mousse marmandaise seulement quand la tomate dégage un maximum de saveur, de mi-juin à mi-septembre. Une vingtaine de kilomètres plus au nord, le Lot-et-Garonne nous dévoile d'autres atouts, passant du plaisir des papilles au plaisir des yeux. Direction le charmant petit village de Duras, qui a donné son nom de plume à la célèbre romancière Marguerite Duras, dont le père avait une maison ici. Pénétrons maintenant dans l'enceinte du château de Duras, qui mêle architecture du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est la ravissante Marion qui accueille aujourd'hui Eric, qui a plutôt l'habitude de voir cette magnifique bâtisse de l'extérieur. Eric, Bonjour Marion. ça me fait plaisir de te voir. Mais oui, merci de m'accueillir. Au château de Duras, ben oui, quand même. Ça fait bien longtemps que je suis pas revenu ici. Je crois que j'étais pas plus loin que ça. Oui. Donc je pense que le château, tu vas voir, effectivement, a quelque peu changé. Puis je vais te le montrer d'une autre manière, c'est que tu vas voir, le château, il a traversé les siècles. Tour à tour forteresse médiévale, demeure de plaisance et villa aristocratique, le château de Duras a su évoluer avec les siècles. Et comme le précise Marion, c'est aussi un lieu qui recèle bien des mystères. Dans le village, il se murmure que les entrailles de la forteresse renfermeraient un labyrinthe. Certains sont même persuadés qu'elle cache le trésor perdu du pape Clément V. Après seulement quelques pas ici, vous verrez que vous aussi, vous serez imprégné de cette ambiance mystérieuse. C'est moi qui me faufile. Allez. Hop là.
passage secret. Le château s'amuse avec les visiteurs, mêlant énigmes et histoire. Comme dans le donjon du XIVe siècle, qui abrite une pièce qui a été l'objet d'une restauration particulièrement soignée. Donc le joyau du château de Duras, donc la chambre de la duchesse. Donc voilà, là tu vois vraiment les boiseries entièrement restaurées avec les boiseries ici du XVIIe. Là, tu es dans une partie du Moyen-Âge. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a quelques surprises. Donc, tu vois qu'on a différentes portes à ce niveau-là. Et on va faire un petit jeu tous les deux. Je vais te demander de cacher avec la paume de ta main la serrure ici pendant 3 secondes. Vas-y. Moi, le tour vas-y, tente. Ah ouais. Et on peut monter les escaliers. On peut peut-être monter si tu es courageux, ouais. D'accord. Au château de Duras, tous les chemins mènent au fameux balcon de cette majestueuse bâtisse. Car il faut bien avouer une chose, le vrai spectacle est ici, perché sur cette curiosité architecturale. Voilà Eric, la promenade sur les coursières du château de Duras, les coursières qui sont uniques en France. Donc ça c'est notre fait d'armes à Duras, nous avons des coursières qui font tout le tour du château. Unique en France, c'est plutôt assez exceptionnel sur un ancien château fort d'avoir mis au XVIIe siècle ces coursières tout autour du château. Mais alors, les coursières, qu'est-ce que c'est ? Grande question, qu'est-ce que sont les coursières ? Les coursières ce sont tout simplement des balcons comme en suspension qui sont posés tout autour du château de Duras qui nous permet d'admirer la vue à 360 degrés. Ouais, et puis belle vue là sur la plaine. Avec de ce côté la vallée du Drô, de ce côté la vallée de la Dourdaise. Et comme tu le sais, tu connais bien le département, on est imbriqué dans d'autres départements. Et du coup, le Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne. La Dordogne. Dordogne et Gironde juste à ce niveau-là. D'accord. Donc là, tu as vraiment les paysages typiques des départements de l'Aquitaine. Dans ce panorama, en scrutant le décor 45 km plus au sud, on peut apercevoir le petit village du Mas d'Agenais. Un bourg bien tranquille qui renferme dans son église du XIe siècle un trésor d'une valeur inestimable. C'est Isabelle, habitante du village et raconteuse de pays, qui va nous présenter cette curiosité. Bonjour Isabelle. Ah, Eric. Tu vas bien ? Oui. Bienvenue dans la collégiale. Ça va ? Oui, ça va, très bien, merci. Oui. Bon, mais je crois qu'il y a un petit trésor à voir, à découvrir ici. Oui, c'est pas un petit trésor, c'est un très très beau trésor. Cette petite merveille, que l'on ne s'attend pas à voir ici, c'est un tableau du grand maître hollandais Rembrandt. C'est une œuvre de la jeunesse de Rembrandt. Il avait environ 25 ans quand il l'a peint, 1631. Il est né en 1606, donc tu vois. Ouais. Après, la technique, eh bien, on retrouve forcément la technique de Rembrandt, qui fait que la lumière non seulement vient de l'extérieur, mais également semble sortir du corps du Christ. Ouais. Ce Christ en croix a été légué à la paroisse au début du XIXe siècle par un habitant qui n'avait aucune idée de sa valeur. On ne s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre de Rembrandt qu'en 1853. Avant qu'on sache, qu'on connaisse sa valeur, effectivement, il a été un petit peu trimballé, je dirais, avec des guillemets, entre le presbytère et l'église, et puis on l'avait accroché ici, et puis là, et puis voilà, quoi, sans y faire particulièrement attention, avant que sa valeur soit connue. Aujourd'hui, le Rembrandt est chouchouté par un expert qui, tous les 3 mois, vérifie la température ambiante et l'humidité. Si les Lot-et-Garonnais prennent soin de leur patrimoine, il en est de même pour leur environnement. Pour s'en rendre compte, nous vous emmenons dans un endroit habituellement fermé au public, la réserve naturelle de la Mazière. Un paysage magnifique où s'épanouissent faune et flore. Nous y retrouvons Eric et Georges, son ami de canoë. Donc la carpe, là, on va l'enlever, on va la remettre à l'eau. Ils sont guidés par Laurent, le conservateur adjoint de la réserve.
Son cheval de bataille, c'est la tortue cistude, une espèce menacée dont il capture ponctuellement quelques spécimens pour en suivre l'évolution. Ça, c'est un mâle, parce que si tu vois la carapace dessous, elle est incurvée, alors que la femelle, c'est tout plat. Et en fait, le mâle vient sur la femelle et il est calé sur son dos, comme ça. Tac. Et il tombe pas quand il s'accouple. Voilà. Laurent œuvre depuis 30 ans à faire revivre ces tortues dans cette nature sublime du Lot-et-Garonne. Quand j'ai commencé l'étude, en fait, il me restait que 27 tortues adultes et je n'avais pas de jeunes. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai remis dans le marais à partir donc, de la reproduction en captivité, donc mon renforcement de population, j'ai 177 tortues sur le marais. C'est en quelque sorte l'agriculture intensive aux abords du site qui a décimé la population de tortues cistudes. Alors Laurent a racheté des parcelles pour s'assurer que ces tortues s'épanouissent dans un environnement adéquat. Ce bras mort de la Garonne est aujourd'hui en réserve naturelle nationale. C'est des lieux à forte valeur patrimoniale, avec une biodiversité extraordinaire. 234 espèces d'oiseaux observées, donc des cistudes, il y avait du vison d'Europe il y a encore une quinzaine d'années, etc., etc. Aujourd'hui, grâce à Laurent et à son équipe, la cistude, cette espèce vieille de 500 000 ans, revit en Lot-et-Garonne. Avant de les quitter, Eric et Georges, nos deux amoureux de la nature, nous ont réservé une petite surprise. Un coucher de soleil aux pêches de Berre, dans un endroit bien connu des locaux. Après 10 minutes de marche, le panorama vaut vraiment le détour. Voilà, on a quand même un beau point de vue entre le Lot et la Garonne, qui est le point phare du département, là, qui est l'identité forte. Ouais. Alors moi, je trouve magnifique là, ce point de vue. Et que peu de gens connaissent. Le Lot-et-Garonne, deux bonnes raisons de s'aventurer dans ce charmant coin de France. Quittons maintenant le Marmandais pour nous diriger vers la vallée du Lot, qui s'étend sur l'est du département. Entre beauté naturelle et gastronomie, ici le mot d'ordre est sérénité. C'est Gauthier, reporter dans le tourisme en Lot-et-Garonne, qui va nous guider pour apprécier pleinement cette douceur de vivre. Il connaît sur le bout des doigts chaque centimètre carré de son territoire, et notamment le château de Bonaguil. Un des derniers châteaux forts construits à l'aube de la Renaissance, où il a travaillé pendant quelques mois avec Antoine. Comment tu vas, Gauthier? Ça va et toi, Antoine? Ça va bien. Je suis content de revenir. Eh bien, écoute, je suis content de te voir. C'est ton château, finalement, aussi. Hein. C'est mon château, je sais pas, mais c'est vrai que j'aime bien venir ici et amener tous mes amis. Le château de Bonaguil, on peut pas venir en Lot-et-Garonne sans le visiter, c'est pas possible. Je crois que tu as raison. Ouais. C'est le plus beau château fort du monde. Hein. Antoine est un passionné d'histoire et un ardent défenseur de Bonaguil depuis 37 ans. Il veille sur ce château entièrement remanié par le puissant seigneur local, Béranger de Roquefeuille, à la fin du XVe siècle. Son état de conservation est impressionnant. Malgré tout, certaines parties ont été entièrement restaurées pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre son histoire. Donc c'est ici que vous avez restitué un pont-levis, alors? Ben, un des 7 ponts-levis. Tu te souviens que Béranger avait quand même 7 ponts-levis dans son château. Hein. Pas 1, pas 2, pas 3, 7. Hein. Et pourquoi 7 déjà? Alors 7, parce qu'il se la joue. Il se la joue partout dans Bonaguil. Très grosse tour, 7 ponts-levis, une quarantaine de salles en tout. En fait, tu connais le mot, c'est pour la montre. Oui, oui, bien sûr. Du latin mostrare, mettre sur les yeux, en mettre plein la vue. Car Béranger de Roquefeuille n'était pas n'importe qui. Proche de Louis XI, il était 30 fois baron, possédait une quarantaine de fiefs et une vingtaine de châteaux, dont Bonaguil et ses murs de 4 mètres d'épaisseur, qui était certainement le plus représentatif de sa puissance. Donc là, on est sur le donjon, qui a cette forme assez particulière.
Oui, oui, on dirait un bateau. C'est ce qu'on appelle un donjon à bec. C'est très très rare en France. Et donc, tu l'auras compris, ce n'est pas pour faire beau, hein. C'est tout simplement pour des raisons militaires. Ce château de Bonaguil avait la réputation d'être imprenable. Il faut dire que Béranger de Roquefeuille, qui faisait partie d'une grande famille d'artilleurs, a construit ce château comme un modèle du genre. Cette forteresse, elle n'a jamais été assiégée. C'est presque dommage, parce qu'on aurait bien aimé savoir si elle était si imprenable que ça. Alors, oui, tu as raison, le système défensif, c'est le dernier cri, hein, oui, voilà, tout évolué. avec systématisation de l'arme à feu, de l'artillerie. Béranger de Roquefeuille, il est gentilhomme ferrier, oui. Il est marchand de canon, oui. Et il est fou d'artillerie. Donc il a fait de son château un lieu d'expérimentation. Était-il imprenable en théorie, il aurait fallu le voir à l'œuvre. Une chose est sûre, le système de défense de Bonaguil force l'admiration de tous les spécialistes. L'un d'entre eux, extrêmement célèbre, a particulièrement été impressionné lorsqu'il est passé ici il y a plus d'une centaine d'années. Ce jeune homme anglais en 1908 qui étudie l'histoire de l'art à Oxford, l'archéologie. Bientôt il fait une thèse d'état sur les châteaux forts, superbes d'ailleurs. Ce jeune homme, tu le connais, c'est Thomas Édouard Lawrence. Plus connu sous le nom de Laurence d'Arabie. Fasciné, sidéré par le lieu, à tel point qu'il écrit un tout petit télégramme à son petit copain, que je te cite, il est très court. De Cahors à Fumel, pour Bonaguil splendide, stop. Presque pas démoli, stop. N'oublie surtout pas de visiter, stop. Château de Bonaguil, stop. Incontournable en Lot-et-Garonne, stop. Continuons notre découverte de la vallée du Lot avec un environnement plus coloré. Celui des étonnants jardins de nénuphars de la Tour Marliac. Naviguer entre ces mares, à la flore exotique, c'est se plonger dans l'univers de Joseph Bory La Tour Marliac, un Lot-et-Garonnais passionné de plantes aquatiques. C'est Charlotte qui travaille ici depuis de nombreuses années, qui va expliquer dans le détail cet endroit incroyable à Gautier. Ici, c'est la première pépinière de nénuphars rustiques au monde. Donc la Tour Marliac, il a en fait trouvé le moyen d'hybrider et de croiser des variétés sauvages et rustiques avec des variétés colorées pour pouvoir créer les premiers nénuphars rustiques colorés au monde. C'était en 1875. Joseph Bory La Tour Marliac a alors l'idée folle de créer et d'implanter ici, à Temples-sur-Lot, en plein Lot-et-Garonne, plus de 300 variétés de nénuphars tropicaux suffisamment résistant pour ne pas avoir besoin d'hivernage. Il a démocratisé en fait le jardinage aquatique de manière à ce que les gens puissent y avoir accès de manière très simple, sans aucune problématique ou contrainte au niveau de la culture, puisque les couleurs on les trouvait que chez les tropicaux finalement. D'accord. Aujourd'hui, le travail de Charlotte consiste à entretenir ce patrimoine et à guider les visiteurs, mais aussi à vendre ces magnifiques plantes aux professionnels et aux particuliers, comme le faisait la Tour Marliac à son époque, avec certains clients célèbres. Et donc j'ai entendu dire que Monet aussi avait été parmi les clients de la Tour Marliac. Oui, tout à fait. Il a commandé ses nénuphars et autres plantes aquatiques ici à la Tour Marliac. Et ensuite, il les a installés chez lui à Giverny. Et c'est ce qui lui a servi de modèle et de sujet pour toutes ces toiles qu'il a peintes jusqu'à la fin de sa vie. La fameuse série des Nénuphars. Voilà, exactement. Parmi les dizaines de milliers de variétés qui existent à travers le monde, les nénuphars de la Tour Marliac sont très réputés, même si les spécialistes restent les Thaïlandais et que Charlotte va parfois puiser dans leur création. Alors la Tour Marliac aujourd'hui c'est un jardin qui se visite, mais est-ce que vous continuez à créer des variétés? Alors on ne crée plus de variétés parce qu'il n'y a pas vraiment de besoin. Notre gros travail ça a été de maintenir les collections, la collection de la Tour Marliac et le patrimoine botanique existant. Mais il y a des gens qui se chargent de faire ça très bien. Et on a un exemple ici là d'une variété. C'est une des dernières nouveautés, c'est créé par les Thaïlandais.
Et c'est le résultat qu'aurait voulu obtenir la tour Marliac quand il a commencé ses hybridations, c'est d'avoir dans des plantes rustiques ces teintes de bleu. D'accord. C'est ce que tout le monde cherche en fait. C'est vraiment cette teinte-là que les gens veulent. Côté nature, le Lot-et-Garonne renferme décidément bien des surprises. À 30 km de là, à Pennes-d'Agenais, ce sont aussi des végétaux qui ont la vedette. Bonjour Gauthier. Bonjour Patrick. Bienvenue à la ferme du Lacaille. Merci. À la ferme de Patrick, on travaille depuis 3 générations à faire pousser l'or noir de la vallée du Lot. Car sur ces 8 hectares de vergers dédiés à la culture biologique, pousse ce qui va donner, une fois transformés, les meilleurs pruneaux de France. Regardez une belle prune dente. La prune dente, c'est la variété de prune donc, qui fait le pruneau. Ouais. C'est une variété bien spécifique. Voilà. Et là, elles sont en maturité, c'est ça? Oui, là, elles sont à maturité. Il y a le taux de sucre est correct, donc c'est nickel. La prune que cultive Patrick a fait ses preuves. C'est tout simplement la prune qui est à l'origine du pruneau. Ce sont des moines de l'abbaye voisine de Clérac qui ont greffé une prune locale avec une variété ramenée de Damas au XIIIe siècle. Mais leur vraie découverte, c'est avant tout le procédé qui permettra de la conserver. Et les moines de l'abbaye de Clérac ont eu l'idée de les sécher parce que c'est une prune qui est gorgée de sucre. Ouais. Donc c'est une prune qui ne se conserve pas du tout. Si on la laisse 24-48 heures dans une caisse, elle part en fermentation. La plupart du temps, on les ramasse le matin et l'après-midi, il faut que ce soit lavé, trié et après mis au four tout de suite. Donc c'est le seul moyen de conservation que l'on ait. Un moyen de conservation qui répond à des étapes très précises si l'on veut obtenir un pruneau de qualité. Sur notre ferme, on fait que du pruneau mi-cuit. Ouais. Le pruneau d'Agen mi-cuit, c'est la seule appellation qui garantit un pruneau non réhydraté. Ce qui veut dire que tout simplement, la cuisson, c'est 18 heures de cuisson, entre 75 et 80 degrés. Donc à la sortie du four, on ressort un pruneau moelleux. Il n'y a pas d'eau ajoutée, il n'y a pas de sucre, il n'y a strictement rien. C'est le pruneau pur. Ouais, nous, c'est ce qu'on appelle le pruneau. Le pruneau d'Agen, plus exactement. Une identité géographique protégée, assez curieuse, puisque les pruneaux poussent dans la vallée du Lot, au nord d'Agen. Il n'a cette appellation uniquement parce qu'Agen était autrefois le port de départ de ces précieuses gourmandises vers la Méditerranée ou l'Atlantique. Non loin de ces vergers, le village de Pennes-d'Argenais vaut lui aussi le détour. Plus simplement, l'un des plus beaux du Lot-et-Garonne. Et ce n'est pas Maria, l'historienne locale, qui dira le contraire. Son amour pour son pays, elle peut même vous le chanter. Quand l'ouvrier vendait la roi, plantons son aguillado, trop beau ça fait nos coins du... Un chant qui prend tout son sens ici, sur le point culminant de Pennes-d'Agenais, dans les ruines de ce château construit par un héros du XIIe siècle. Todo desconsolado. C'est une belle chanson, ça, Maria. Je crois que ça s'appelle Loubouillet. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que tu la chantes ici? Eh bien, pour plusieurs raisons. Je l'ai chanté en occitan parce que nous sommes en pays occitan. Mais je le chante ici surtout parce que nous sommes ici dans les soubassements du donjon, donc les ruines du château, initié par Richard Cœur de Lion. Et donc Richard Cœur de Lion, il a vécu ici à Pennes-d'Agenais? Il est venu ici, il a trouvé que c'était un site exceptionnel à la confluence de 3 rivières et donc un point de vue exceptionnel et donc on pouvait surveiller à partir de ce donjon presque 100 km à la ronde. Bref, un lieu très important sur le plan stratégique, militaire. Sur le plan stratégique, mais pas seulement. Car cette butte de Péragude est un lieu important pour les croyants. La légende nous raconte que la Vierge aurait fait une apparition dans les grottes calcaires situées juste en dessous des ruines du château. Au fil des siècles, 4 lieux de culte se sont succédés à cet endroit. Aujourd'hui, c'est l'imposant sanctuaire de Notre-Dame de Péragude qui a pris place sur les hauteurs de Pennes-d'Agenais. Un endroit bien connu des pèlerins qui possède un détail d'architecture étonnant. C'est un sanctuaire dédié à la Vierge dans un style néo-romano, l'arc roman,
et byzantin, puisque couvert de coupoles, et tout à fait surprenant par sa coupole. D'ailleurs, les gens qui se promènent dans la vallée du Lot, ils arrivent à l'office du tourisme en disant « Vous avez un observatoire ?» Là-haut, ils n'ont pas vu la croix qui était au-dessus de ce dôme scintillant. Et donc, récemment restauré, et au lieu des matériaux qu'il y avait avant, on a mis de l'aluminium qui est très brillant à la place du zinc. Qui donc, brille davantage. ça donne un aspect très brillant. Notre visite à peine d'Agenais se termine dans les rues du bourg chez notre sémillante guide. Impossible de quitter le village sans avoir goûté à la fameuse tourtière. Un gâteau incontournable, d'autant plus que Maria est membre de la confrérie de la tourtière qui propose chaque année ici une foire à la tourtière, bien connue des locaux. Une spécialité à base de rhum et de pommes, mais surtout confectionnée avec au moins 6 feuillets de pâte légère. C'est une pâte étirée comme on fait dans certaines préparations d'Afrique du Nord. C'est vraiment une œuvre d'art, si je puis dire. Il faut avoir un savoir-faire pour étirer cette pâte qui devient fine comme du papier à cigarette. Avant de quitter la vallée du Lot, Gauthier tient à nous faire découvrir sa ville, sa Bastide plus exactement. C'est son ami Bruno, directeur du théâtre local et passionné d'histoire, qui va nous expliquer Villeneuve-sur-Lot, une bastide construite à cheval sur le Lot et qui préfigure à sa construction au milieu du XIIIe siècle le schéma type des villes nouvelles de ce coin de France. Villeneuve, c'est intéressant parce que ça reflète ce qui s'est passé dans le sud-ouest et chez nous, c'est-à-dire le phénomène des Bastides et la création de toutes ces villes qui, en l'espace d'un siècle, ont remodelé la carte de notre région. Avant, il n'y avait pas de villes, il y en avait très peu. Et tu vois, donc sur la rive droite, où on a l'habitude de vivre nous, on a pu développer un plan presque parfait, avec le damier, régulier en damier, la place centrale. Et alors Villeneuve, c'est formidable parce que ça fait partie dans toutes ces villes qui ont été créées, des Bastides qui ont particulièrement réussi. Villeneuve-sur-Lot est un exemple du genre et la Bastide qui a eu le plus de succès en Lot-et-Garonne. Et alors on a pu développer tout ça parce que il y avait une administration qui s'était installée. Ça veut dire que tu as des notaires, ça veut dire que tu as des géomètres, ça veut dire que derrière il y a des actes qui sont faits, qui sont précis, et que quand on construit une maison, on sait que ça va être sa propriété, on sait que ça va être quelque chose de solide. Et c'est sûr que ça a été le début d'une grande prospérité. Une prospérité symbolisée par ce pont des Ciotat, construit au XIIIe siècle, qui est l'un des plus vieux de France. Détail remarquable, l'église de Notre-Dame-de-Grâce est de toute joie, accrochée à son extrémité, qui semble comme suspendue dans le vide. Laissons là nos amis de la vallée du Lot pour poursuivre notre découverte du Lot-et-Garonne en direction de l'Agenais et de l'Albret. Une zone située au sud de la préfecture du département, Agen, qui est d'ailleurs notre prochaine étape. Sandy est guide conférencière indépendante. Elle connaît tous les petits trésors du Lot-et-Garonne et tous ceux qui aiment et animent ce fabuleux patrimoine. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Vincent sur le pont-canal d'Agen. Salut Bonjour Vincent. Sandy. Ça va? Ouais. Bon. Mais écoute, belle journée pour faire une petite balade sur le canal. C'est super beau, on a de beaux jours là. Il y a plein de bateaux qui passent, il y a des cyclistes, il y a des promeneurs. Avec ses 580 mètres, ce pont-canal est le deuxième plus long de France et surplombe de 10 mètres le cours de la Garonne. Alors la Garonne avait quand même une grande importance dans la navigation et le transit des marchandises. Alors pourquoi la construction de ce canal finalement? Alors la construction de ce canal de Garonne va débuter donc au cours du 19e siècle. C'est la continuité du canal du Midi exécuté au XVIIe. Alors pourquoi ce canal? C'est pour éviter de dépendre des caprices de Dame Garonne en fait. Voilà. Parce que le fleuve Garonne, c'est un fleuve, le plus petit des fleuves français, mais ce n'est pas le moins capricieux. Donc il y a plusieurs mois dans l'année où tu ne pouvais plus naviguer sur Garonne à cause du manque d'eau, à cause des crues.
Donc ce canal, il reste toujours constant, le même niveau d'eau. Malgré son utilité évidente, le pont-canal d'Agen fut sous-exploité dès sa construction. La compagnie des chemins de fer français qui en assurait l'exploitation voulait favoriser le réseau ferroviaire naissant en imposant de lourdes taxes aux transporteurs qui voulaient emprunter le canal. Malgré cela, de nombreuses marchandises locales sont tout de même passées par le pont-canal. Alors on transportait beaucoup de produits maraîchers et on transportait bien sûr un fruit emblématique d'Agen. Ah oui, le pruneau, oui. Exactement. On transportait aussi beaucoup de tonneaux de vin parce qu'on est une région avec une grande tradition viticole. Le pont-canal fête cette année ses 170 ans. Il a vu passer bien des bateaux et des capitaines qui, pour la plupart, ne se doutaient pas du secret qu'il surplombait. Alors après, au niveau de sa construction, il me semble qu'il y a une petite légende, quelque chose. C'est le duc d'Orléans qui a posé la première pierre et sous la première pierre, il a posé un coffret en bois précieux. Alors avec des pièces en or, en argent, à l'effigie de la ville d'Agen. Alors aujourd'hui, c'est pas la peine de le chercher hein, parce qu'il est vraiment. Bon, il est on vraiment n'aura au pas fond, justement le trésor voilà. englouti. Vous pouvez croire Vincent sur parole. Inutile de chercher sous le pont-canal, car le véritable trésor d'Agen est ailleurs. Précisément au musée des Beaux-Arts dans le centre-ville. Comme nous, Sandy va le découvrir pour la première fois. Elle a pris rendez-vous avec Marie-Dominique, la conservatrice du musée, qui veille avec amour sur cette petite merveille qui date de 1877. Voilà, je vous ai sorti une boîte avec quelques photographies couleur du Cosjuron, cet inventeur de la photographie couleur. Voilà, ça va être un privilège aujourd'hui de voir justement ces photos. On ouvre? Allons-y. Allez. Ce que nous dévoile Marie-Dominique en exclusivité, ce ne sont rien de moins que les premières photos couleur abouties au monde. Elles ont été prises sur les hauteurs d'Agen, au coteau de l'Ermitage, par un certain Louis Ducos du Haut-Rond, un génial inventeur. Il va prendre un appareil photo. Il ne faut pas qu'il soit très loin de chez lui parce qu'il doit rentrer très très vite pour développer. Donc en fait, il a inventé un appareil avec 3 objectifs qui comportent chacun un filtre de couleur. Il va obtenir 3 positifs, un positif bleu, un positif rouge et un positif jaune. Donc c'est par cette superposition de couleurs qu'on va réussir à avoir la photographie en couleur finalement. Exactement, exactement. Et ça fonctionne encore aujourd'hui comme ça dans l'imprimerie, puisque les imprimeurs travaillent aussi à partir de ces 3 couleurs primaires. Louis Ducos du Haut-Rond, c'est le personnage illustre d'Agen, inventeur de la photographie couleur, mais aussi de l'anaglyphe, cette image destinée à être vue en relief à l'aide de lunettes spéciales. C'est lui aussi qui a mis les frères Lumière sur la voie de l'invention du cinéma. C'est un peu le professeur Tournesol de la physique et de la photo, en ce sens qu'il cherche tout le temps, il invente tout le temps, il fait des essais en permanence. Pour nous, c'est une véritable fierté que ce Louis Ducos du Haut-Rond ait vécu à Agen et fait cette invention à Agen et pris ces photos d'Agen. Le Lot-et-Garonne peut s'enorgueillir d'avoir vu naître des esprits éclairés, mais aussi des esprits facétieux. Quelques kilomètres plus au sud, Sandy tient à nous faire découvrir un village unique en son genre. Montcrabeau, la capitale mondiale des menteurs. Le circuit des menteurs. Dont Gilles et Claude sont les dignes ambassadeurs. Bonjour. Ça va Claude? Ça va. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors à Montcrabeau, on a un circuit des menteurs. Oui, Montcrabeau perpétue une vieille tradition gasconne qui date de la moitié du XVIIIe siècle, 1748 pour être précis. D'accord, alors qu'est-ce qu'on y faisait ici? Pourquoi on montait comme ça? Eh bien parce que les gens, à Montcrabeau, les gens se réunissaient sur la place du village pour conter l'actualité. Mais seulement il y en avait certains qui, à court d'histoires vécues, en inventaient toutes pièces pour rester à la conversation. Et c'est là qu'est née la tradition des menteurs de Montcrabeau. Des menteurs et des menteries, alors comment on les appelle? On dit les menteries à Montcrabeau. Voilà. À Montcrabeau, on ne ment pas, on travestit la vérité. Le monument au cocu inconnu. Des noms de rues fantasques. Des panneaux potaches.
À Montcrabeau, on ne se prend pas au sérieux. Bon, alors ici, justement, il faut faire attention parce que quand on se promène dans le village, il ne faut pas foncer tête baissée. Regarde le panneau. Ah oui. Là. Traversée d'éléphants roses. Et quand on regarde bien au sol, il y a la trace des éléphants qui sont passés ce matin. Pour vous en rendre compte par vous-même, faites un détour par Montcrabeau début août. Gilles, Claude et leurs confrères organisent chaque année l'élection du roi des menteurs. Et ça se passe sur la place du village. Ici, c'est l'endroit incontournable du village puisque c'est le fameux fauteuil des menteurs. Le candidat vient s'asseoir là. Voilà. Il raconte sa menterie. Mais le candidat, une fois qu'il a raconté sa menterie, il monte sur le fauteuil, il baise la pierre de vérité et il jure de travestir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Laissons là les drôles d'histoires de Montcrabeau pour nous pencher sur l'histoire avec un grand H de ce petit coin de France. Sandy tient maintenant à nous faire découvrir une des fiertés des gens de l'Albret, située à Nérac, sur les bords de la Gélise. C'est Guy, raconteur de pays et passionné par son patrimoine, qui nous accueille sur le pont de Barbaste. Et bonjour Sandy, bienvenue à Nérac. Merci. Bienvenue aux portes de l'Albret. Ici, on est donc au Moulin des Tours. Voilà, au moulin des Tours de Barbaste, moulin des Tours d'Henri IV. Et l'histoire de ce moulin est arrivée un siècle après la construction de ce pont. C'est une grande famille de l'histoire de France, les Albret, qui a fait construire ce moulin à la fin du XIIIe siècle. Un véritable château fort qui a traversé les siècles sans prendre une ride et qui a contribué à faire la fortune des Albret. Car ce pont et ce moulin, étant situés sur un axe important, ils constituaient surtout un péage extrêmement lucratif. Les Albret ont donc profité de ce lieu sur la Gélise pour faire les premiers étages pour conserver l'argent et mettre tous les soldats qui surveillaient ce territoire, et les parties inférieures pour la partie moulin, où les habitants de ce lieu étaient obligés de venir faire moudre leurs grains, autre source de revenus importante. Voilà, ce qui a fait aussi la réputation de cette région, c'est aussi justement la culture du blé, puisqu'on avait un blé qui était de très bonne qualité et qui était exporté donc jusqu'à Bordeaux, mais également jusqu'aux Antilles et même plus loin. Dans ce contexte, ce moulin fut un des points de départ du succès fulgurant des Albret. Au départ, une famille noble des Landes qui va bientôt rentrer dans l'histoire grâce à un de ses illustres membres. Un descendant célèbre, le fameux Henri IV. Henri IV. Henri IV qui se faisait appeler par ses amis le meunier des Tours de Barbaste, loup moulier des Lastous des Barbastes, puisqu'il aimait venir passer ses après-midi dans ce moulin. Il semblerait qu'il y avait peut-être une meunière à cordes. À Nérac, son fief, c'est bien connu, le roi Henri IV avait une réputation de coureur de jupons. Dans les jardins de la Garenne, un lieu de promenade bucolique en lisière de la ville, on peut d'ailleurs croiser la statue d'une de ses plus célèbres conquêtes. Et voilà notre Fleurette qui est là pour l'éternité. La fille du jardinier du château, du futur roi de Navarre. Donc elle a 16 ans, Henri a 19 ans, et arrive ce qui devait arriver pour deux adolescents très... En pleine fleur de l'âge. Et ils passent une nuit ensemble, ça se passe très bien, et Fleurette espère que ça durera plus longtemps. Seulement voilà, Henri a d'autres chats à fouetter, un royaume à diriger et bien d'autres cœurs à briser. Et ça a donné lieu à l'expression qu'on connaît, compter Fleurette. En français, on suppose qu'il y avait même le verbe fleureter qui a été perdu. Et ce verbe fleureter, les Anglais l'ont transformé en un mot qui veut bien dire cette définition d'un amour sans lendemain, le verbe flirter. Avant d'être roi de France, Henri IV était roi de Navarre. Nérac, au XVIe siècle, a été le théâtre de moments importants de l'histoire de France. On rédigea par exemple ici les fondements de l'édit de Nantes. Ce coin du Lot-et-Garonne était alors le centre de ce pouvoir.
Le château de Nérac, dont il ne reste aujourd'hui que l'aile nord, en était le symbole. On est dans le royaume de Navarre, c'est la cour des rois de Navarre, et c'était vraiment la deuxième cour importante après la cour du Louvre de Paris. Et Nérac était rayonné sur toute la France et la Navarre à cette époque-là. Voire un peu plus loin, puisque beaucoup de pays européens ont laissé venir à Nérac des artistes, des musiciens, des écrivains qui sont protégés par la cour de Navarre et de grandes festivités gigantesques. On est quand même dans le pays du bien vivre. Voilà. Énormément de viande et la fameuse poule au pot. Exactement, la fameuse poule au pot inconnue. Et oui, à Nérac, on aime la bonne chair et prendre le temps de vivre en harmonie avec la nature. Une nature riche que vous pourrez traverser en empruntant le petit train de Nérac à la découverte tranquille du Lot-et-Garonne.